C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces images d'Ouvira dans l'est de la République démocratique du Congo. Les populations commencent à fuir alors que le M23 se rapproche de cette ville du sud Kivu. Ouvira se trouve aux portes du Burundi et constitue le dernier verrou vers la province du Grand Katanga. On fera le point sur la situation à Kinshasa avec notre correspondante et avec notre invité Christophe Rigaud, directeur du site Africa Arabia. Il est avec nous dans cette édition. Et puis autre risque notoire, l'extension du conflit au Burundi. Les troupes burundaises combattent déjà sur le terrain auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. Ouvira se trouve à une trentaine de kilomètres de Bujumbura, ancienne capitale et plus grande ville du pays. Gitega accuse Kigali d'attitude belliqueuse. La correspondance régionale dans ce journal. Et puis ce soir, on vous emmène à Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Là-bas, la bataille pour les élections législatives a commencé et l'opposition est sur la sellette. Nous serons à Abidjan dans cette édition. Après Goma et Bukavu, c'est la ville d'Ouvira dans le sud Kivu qui risque de tomber aux mains de l'AFC M23. Selon nos confrères de l'AFP, les rebelles soutenus par le Rwanda ont pénétré dans la ville ce soir, mais la situation reste très confuse. Des combats qui s'intensifient dans l'est de la RDC entre ces rebelles et l'armée congolaise appuyée par des militaires burundais et des groupes armés locaux, moins d'une semaine après la signature de l'accord de Washington. À Kinshasa, les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibamboula. La ligne de front s'étend sur l'axe Senge-Ouvira. Ouvira qui est devenue la capitale du Sud Kivu depuis la chute de Bukavu en février dernier. De nombreux tirs d'obus et de drones ont été signalés dans la zone. Selon plusieurs sources locales, les rebelles de l'AFC M23, appuyés par des troupes rwandaises, ont pris le contrôle de plusieurs localités comme Luvungi, poste avancé des forces armées congolaises. De son côté, l'AFC M23 accuse le Burundi qui combat aux côtés de l'armée congolaise d'avoir lancé des offensives méthodiques contre ses positions. Alors ces combats ont provoqué la fuite de plus de 200 000 personnes ces derniers jours et la mort d'au moins 74 civils selon les Nations Unies. Alors face à cette montée de tension dans l'Est congolais, le président Félix Tshisekedi a accusé Kigali de violer ses engagements pris à Washington lors de la signature de l'accord de paix. Et avec nous ce soir, Christophe Rigaud, journaliste et directeur du site Africa Arabia. Merci d'être avec nous pour commenter cette actualité. Alors, on a l'impression que l'accord de paix signé à Washington il y a moins d'une semaine est en train de s'effondrer. Ce regain de tension remet-il en question cet accord ? Oui, parce que c'est pas vraiment une surprise, parce que c'est vraiment un accord de paix qui, pour moi, avait deux grandes faiblesses. D'abord, le M23 n'est pas partie prenante de cet accord, alors que c'est lui qui est sur le terrain. Donc, on a un petit peu l'impression que cet accord de Washington a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de négocier la paix avec le Rwanda avant de trouver un accord avec le M23. Et puis, c'est surtout un accord qui est non contraignant, c'est-à-dire que si l'une des deux parties ne respecte pas l'accord, qu'est-ce qui se passe ? Pour le moment, on ne sait pas exactement qui va faire le gendarme. Félix Tshisekedi a d'ailleurs accusé lors de son discours face au Parlement le Rwanda d'avoir violé l'accord. Qui va faire le gendarme ? Est-ce que c'est Donald Trump qui, en arrivant à la Maison-Blanche, a quand même promis de ne pas envoyer de troupes dans des opérations extérieures. Pourtant, voilà, c'est quand même le seul à avoir assez de poids pour le faire, mais on a l'impression pour lui que c'est avant tout business first, on l'a vu à Washington, et que la paix attendra. Et le risque, je le disais tout à l'heure, c'est l'extension du conflit au Burundi voisin. La ville d'Ouvira se situe à la frontière entre les deux pays, à une trentaine de kilomètres de Bujumbura, l'ancienne capitale. Le Burundi dénonce des attaques sur son territoire et les provocations, je cite, de Kigali. La correspondance régionale de Juliette Monti. Une attitude belliqueuse, c'est ce que reproche le Burundi à son voisin rwandais. Le ministre des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, accuse en effet Kigali d'avoir bombardé Cibitoke, une zone de l'ouest du pays frontalière avec la RDC et le Rwanda. L'attaque aurait fait 2 blessés. Alors déjà en début d'année, le président Évariste Ndayishimiye avait émis la crainte que le conflit actuel ne se régionalise et en vienne à déborder sur son territoire. En effet,
Mais bien que le Burundi affirme ne pas être partie prenante au conflit, son armée est un partenaire important de la RDC. Elle y est déployée officiellement depuis 2022. Une présence renforcée d'abord en 2023, puis de nouveau cette année, portant aujourd'hui les troupes à environ 15 000 hommes. Ce que le Burundi vise principalement, c'est empêcher le M23 d'avancer jusqu'à Uvira, soit directement à ses frontières. On parle ici d'une distance de moins de 30 km avec Bujumbura, la capitale économique et plus grande ville du pays. Or, ces derniers jours, les combats s'en approchent dangereusement. D'ailleurs, selon un dernier bilan du week-end dernier, au moins 20 soldats burundais ont été tués au cours des récents affrontements. Et puis, beaucoup d'autres auraient aussi pris la fuite. Alors, malgré ces événements, Edouard Bizimana a réaffirmé son engagement en faveur du dialogue. Mais il s'est aussi réservé le droit de prendre, je cite, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du pays. Alors, on a entendu notre correspondante régionale. Quel risque y a-t-il pour le Burundi si la ville, et c'est qu'une question d'heure, visiblement, la ville d'Uvira tombe entre les mains de la FCM 23 ? On connaît en fait les vives tensions qu'il y a entre le Burundi et le Rwanda. Et donc effectivement, pour le Burundi, voir le M23 juste de l'autre côté du lac Tanganyika, et quand on sait que le M23 est soutenu par le Rwanda, ça pose clairement un vrai problème sécuritaire pour le Burundi, qui s'est quand même fortement engagé auprès de l'armée congolaise contre le M23. Donc c'est vrai que c'est un problème sécuritaire. Après, est-ce qu'on va vers une régionalisation du conflit ? Pour le moment, je ne pense pas, et je ne pense pas que ni le Burundi, ni le Rwanda, ni même le M23 ne cherchent à rentrer dans un conflit plus large. Alors pourquoi cette offensive intervient-elle maintenant, alors que l'accord a été signé il n'y a même pas une semaine et qu'on ne veut pas aller plus loin ? J'ai envie de dire. Je dirais que cette offensive intervient alors que les négociations entre le M23 et le gouvernement congolais est au point mort. Toutes les dispositions sont encore à négocier, c'est-à-dire qu'ils ne sont d'accord sur rien, que ce soit sur la libération des prisonniers, que ce soit sur le cessez-le-feu, que ce soit sur une sorte de cogestion des territoires. Pour le moment, Kinshasa ne lâche rien. Et le M23, lui, a la puissance militaire, donc il continue de faire pression en fait sur Kinshasa parce que Kinshasa, pour le moment, ne cède rien. Le M23 soutenu par le Rwanda. Alors, si la ville d'Uvira passe sous le contrôle de la FCM 23, serait-il envisageable que le Burundi signe un accord de dernière minute de non-agression avec le Rwanda et lâche la RDC et ne prenne plus part de ce conflit ? Parce qu'il y a des troupes burundaises sur le terrain. C'est tout à fait possible, parce que là, je dirais que les troupes burundaises, si Uvira tombe, la RDC a perdu Uvira et les troupes burundaises n'ont plus vraiment raison d'être, si ce n'est de protéger leur propre territoire. Alors, la RDC, on en a parlé tout à l'heure, attend beaucoup de Donald Trump. Que peut-il faire ? Faut-il s'attendre à une salve de sanctions contre le Rwanda, par exemple ? Écoutez, pour le moment, on n'en prend pas vraiment le chemin. Lorsqu'on a vu, je dirais, la mine radieuse de Donald Trump à Washington, c'est plutôt les accords économiques qui, visiblement, l'ont rendu si réjoui. C'est les accords bilatéraux avec la RDC, les accords bilatéraux économiques avec le Rwanda, des entreprises américaines qui vont pouvoir faire du business, et pas que dans les Kivu, aussi au Katanga, sur des domaines très divers, les minerais certes, mais aussi l'infrastructure ou la santé. Donc ce que voit pour le moment Donald Trump, c'est les débouchés économiques qu'il peut avoir pour ses propres entreprises en République démocratique du Congo. Alors dernière question concernant le Grand Katanga, justement, c'est le risque principal de la chute d'Uvira. C'est cette région qui est très riche. Tout à fait. Disons que si Uvira venait à tomber dans les mains du M23, ça ouvre la porte aux rebelles vers le sud et donc vers ce Grand Katanga. C'est le tiroir-caisse de la République démocratique du Congo. Plus de 80% des revenus miniers proviennent en fait de cette province, avec le cuivre, avec le cobalt. Et si le Katanga venait dans les mains du M23, Kinshasa serait réellement menacé parce que il taperait directement au portefeuille.
Merci beaucoup Christophe Rigaud, directeur du site Africa Arabia. Merci pour votre décryptage. On suivra bien évidemment l'évolution de la situation dans la région. En bref, la France qui a apporté un appui de surveillance, d'observation et de logistique aux forces armées béninoises pour contrer la tentative de coup d'État déjouée ce dimanche contre le président Patrice Talon. Un appui confirmé par l'Élysée à la demande des autorités béninoises. En Côte d'Ivoire, 2 mois après la réélection d'Alassane Ouattara, la bataille pour les élections législatives a commencé à Yopougon, la plus grande commune du pays. L'opposition qui avait remporté les 6 sièges de cette circonscription abidjanaise en 2021 est sur la sellette. Reportage de Julia Guggenheim. Nous sommes à Yopougon, la plus grande circonscription du pays. Ici, les 2 principaux partis d'opposition, le PPACI et le PDCI, s'étaient alliés en 2021 pour gagner une coalition devenue caduque depuis que le PPACI de Laurent Gbagbo a décidé de boycotter le scrutin. Allié à d'autres plus petits partis de l'opposition, le PDCI cherche à convaincre dans ce fief de l'ancien président. Nous avons eu à mener une lutte, le PDCI avec le Fonds commun, PDCI, PPACI. Et il est important que nous puissions expliquer pourquoi nous allons à ces élections législatives. Nous avons décidé d'y aller dans l'optique de ne pas donner ce boulevard tant recherché par le RHDP. Et il est important que politiquement, ce siège appartienne à l'opposition parce que c'est à Yopougon qu'il y a tous les problèmes. Face à la liste du député sortant, Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, il avait infligé un premier revers à l'opposition en 2023 lorsqu'il a remporté la mairie de Yopougon. Alors pour convaincre à ces élections législatives, il compte bien s'appuyer sur son bilan et multiplie les visites de chantier et les inaugurations. Le marché de Gros que nous visitons ce jour est un des plus gros marchés d'Afrique de l'Ouest. Ce marché va recevoir 17 000 commerçants en un tenant. Yopougon est donc en train d'épouser la voie du modernisme et Yopougon vient donc d'épouser la vision du président de la République Alassane Ouattara qui est en train donc de propulser la Côte d'Ivoire vers l'émergence. La participation sera déterminante dans cette commune d'1,5 million d'habitants. Lors du scrutin présidentiel, seuls 31% des électeurs s'étaient déplacés. En Tanzanie, Dar es Salaam était totalement déserte mardi matin. Les forces de sécurité ont quadrillé la capitale économique. Les autorités tentent d'empêcher une nouvelle vague de contestation plus d'1 mois après la contestation post-électorale brutalement réprimée. Laurent Berstecher. Des rues quasi désertes où ne circulent que quelques passants. Alors que la Tanzanie fête ses 64 ans d'indépendance, la capitale économique Dar es Salaam ressemble à une ville fantôme. En cause, l'interdiction de manifester imposée par les autorités qui avaient prévenu que tout rassemblement serait considéré comme une tentative de coup d'État. La journée s'est déroulée dans le calme en ce 9 décembre 2025. La police tanzanienne continue de maintenir l'ordre et de protéger les vies et les biens des citoyens. Un calme apparent qui peine à masquer les vives tensions que connaît la Tanzanie depuis le scrutin du 29 octobre. La réélection contestée de la présidente Samia Hassan avec 98% des voix avait plongé le pays dans le chaos et provoqué d'importantes manifestations violemment réprimées par les forces de l'ordre. Selon les Nations Unies, plusieurs centaines de personnes auraient perdu la vie, un chiffre contesté par les autorités qui sont accusées de masquer l'ampleur du massacre. Après avoir coupé Internet pendant 5 jours, le pouvoir avait tenté d'empêcher la publication en ligne de photos et de vidéos des victimes. Une répression dans la rue, mais aussi sur Internet, que dénoncent aujourd'hui les organisations des droits humains. Depuis la mi-novembre, on a recensé un grand nombre de cas d'individus enlevés chez eux ou dans la rue par des hommes en civil. C'est un signe de l'intolérance croissante des autorités tanzaniennes envers le droit de manifester. Un récent rapport des Nations Unies accuse également les autorités tanzaniennes d'avoir vidé plusieurs morgues pour dissimuler les corps. Des accusations rejetées par le gouvernement qui refuse pour l'instant de fournir un bilan officiel de la répression. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.